Yeah, firstly, thank you, Dr. Schultz. Another time you are glad that you are with us here in this conference. You are welcome always in CETIF. In this presentation, which will not be in Arabic, as I have said to you yesterday, it will be in French. But before that, I would like to summarize a little bit in English for you. So, in this presentation, I will speak about the surface, the importance of this surface in optical field. What is the surface? What is his influence on the devices? And also I will show some statistics in economical field of the optical field in general. I have chosen two elements which are fibers and ophthalmic lenses, and I give some numbers about investigations in this field. It's to show or to introduce the surface in the optical field and its importance in general. So, je reviens à vous. Donc, dans cette présentation, que j'ai trouvé beaucoup de difficultés à la préparer, bien que j'ai commencé dans ce domaine en 1994, ça veut dire 30 ans de travail dans le domaine de la surface des composants optiques. Néanmoins, quand j'ai voulu faire quelque chose pour ça, je n'ai pas trouvé par où commencer. C'est une vérité que je vous dis. Est-ce que je vais présenter les travaux de notre équipe qui sont, je n'exagère pas si je vais dire des milliers de résultats au niveau de notre équipe de recherche des composants optiques, dont le big boss est ici présent, professeur Bouzid Saïd. Et aussi, est-ce que je dois donner des chiffres où il y a des variations, des valeurs, ou bien les nouveaux projets de notre équipe? En tout cas, à la fin, j'ai dit que pour une plénière, ça doit être une généralité ou bien une généralisation du mot surface. Et pourquoi on a dit de A à Z? Parce que quand on parle de la surface A, tout d'abord, c'est quoi la surface ou la compréhension de cette surface et son importance. Ensuite, le Z, c'est l'importance de cette surface et cet élément optique dans le domaine de l'optique, du point de vue beaucoup plus lucratif, bien que ce domaine représente beaucoup d'investigations dans le monde. Donc, à propos d'un composant optique, vous pouvez voir dans la figure que le composant optique peut être contenu dans pas mal d'éléments, soit dans l'optoélectronique, dans les miroirs télescopes, exemple, dans les wafers pour l'énergie solaire, dans les lentilles de manière générale, ou dans l'optique diffractive et autres. Et avec quelqu'un qui a travaillé avant nous tous dans ce domaine et qui a écrit une phrase dans l'une de ses publications, c'est que l'art de l'opticien est de faire des surfaces parfaites avec des outils imparfaits. Donc on demande, pour que la surface soit parfaite, elle doit être réalisée parfaitement. Ce parfait est utilisé ou bien est réalisé à partir d'un imparfait. Donc, une équation assez difficile et qu'on a toujours un problème à résoudre. Également, avant nous, ça a été dans l'histoire, comme vous pouvez voir ici, beaucoup d'instruments optiques du passé ont été et ont également utilisé des lentilles ophtalmiques, ou plutôt des lentilles ou des lentilles optiques, et depuis la première lentille qui était sous forme sphérique. Donc, le perfectionnement industriel est un défi
qui est devant tout industriel, et le domaine optique est l'un, si ce n'est pas le meilleur domaine pour la réalisation de ce défi. Pour justement le réaliser, on doit avoir des appareillages optiques fidèles et fiables, et la fiabilité de ces instruments, justement, dépend énormément de la qualité des composants optiques. La qualité des composants optiques dépend également énormément de sa forme et de sa rugosité. Donc on conclut que nous avons deux paramètres à contrôler qui sont la rugosité et l'écart de forme ou la forme, qui peut nous produire un état de surface excellent, et cet état de surface va nous remonter jusqu'à la perfection industrielle. Un composant optique peut être sous n'importe quelle forme, comme vous pouvez voir ici, soit des lentilles optiques, des miroirs, des fenêtres et diviseurs, des filtres, des polariseurs, des séparateurs de faisceaux, des prismes ou bien des réseaux de diffraction, comme ils peuvent aussi être sous d'autres formes. Donc, un composant, comme vous pouvez voir ici sur la figure, et sa surface est celle-là ou celle-là. Donc, une surface est caractérisée par son profil, comme vous pouvez voir ici, ou bien comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est la surface. Sinon, on peut voir également sa texture qui varie en fonction des opérations ou bien en fonction de la finition de cette surface, comme le montrent les figures suivantes. Un profil de surface et à partir duquel on peut juger une surface est montré dans la figure suivante, où nous avons ici un profil qui montre l'erreur de forme, donc ce qu'on appelle l'écart de forme, et nous avons en même temps la rugosité. Ce sont les deux paramètres à voir sous profilométrie, alors qu'à l'œil nu, nous avons une surface transparente. Dans la technologie des composants optiques, le terme transparence ne signifie pas une bonne qualité des composants optiques. Une transparence signifie qu'il y a moins de rugosité, mais ce n'est pas la rugosité voulue. On cherche toujours des valeurs encore plus poussées dans cette rugosité. Pour un façonnage d'un composant optique, théoriquement parlant, ça s'annonce très facile. Nous commençons par un ébauchage, puis un adoucissage ou un rodage, et enfin un polissage. Un ébauchage pour découper la pièce initiale sur laquelle on va finaliser notre composant. Un rodage et un adoucissage pour adoucir la surface. Avant ça, il y a aussi un autre processus mécanique qui est le meulage pour donner la forme à cet composant optique. Et enfin, nous avons le polissage pour le finir. Ici, nous avons besoin de rugosité plus poussée. Nous avons le post-polissage qui va nous permettre d'avoir des rugosités encore plus fines. Pour un composant optique, nous avons trois principaux acteurs. C'est les matériaux optiques, c'est les processus, ensuite le contrôle. Ce sont trois acteurs principaux que nous devons contrôler, que nous devons savoir, et c'est ce qui fait de cette opération, ou bien c'est ce qui provoque la délicatesse de cette opération, parce que nous devons en même temps prendre ou choisir le meilleur matériau, ensuite en fonction de son prix, ensuite en fonction de ses performances, pour arriver à un processus, choisir la technique, les paramètres à régler, la procédure et le perfectionnement. Je dis le terme perfectionnement parce qu'il ne s'agit pas de travailler la surface, il s'agit de la perfectionner. Parce que la rugosité ou ce qui en sort est un résultat. Il doit être un perfectionnement de ce composant. Ensuite, nous avons le contrôle.
donc en utilisant les moyens de contrôle, la procédure de mesure, la présentation des résultats et la décision à prendre. Si c'est le bon élément ou on doit refaire le tout dès le début. Et pour les moyens de contrôle, ces dernières années, nous avons connu donc une très grande évolution des technologies, en l'occurrence les moyens de mesure, parce que même avant, les technologues en optique disent que peut-être qu'on a réalisé des surfaces avec des rugosités allant aux fractions de l'angstrom. Mais comment savoir qu'il s'agit d'un angstrom? Il nous faut un élément ou un appareil pour décider si on est arrivé à cette valeur ou non. Et maintenant, nous avons des instruments de mesure très performants en optique comme en mécanique qui peuvent nous donner des valeurs de l'ordre de l'angstrom. Pour les matériaux optiques, nous avons également une très grande variété de matériaux. Vous avez à gauche et à droite deux entreprises seulement produisant des matériaux optiques utilisés dans les différents composants optiques. À droite, il y a certains matériaux avec même le spectre de la lumière à utiliser, donc ça ne marche pas sur tout le spectre. On doit choisir en fonction du spectre, en fonction de l'indice de réfraction, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, il y a même, comme cette entreprise-là, vous pouvez choisir dans son site, vous pouvez choisir la longueur d'onde que vous allez utiliser, le type de matériau, et il vous donne l'indice de réfraction à utiliser. Donc, votre choix doit être fait directement à partir du site de l'entreprise. Et vous avez le classement de la fameuse entreprise Schott, classée parmi les meilleures entreprises de production des matériaux optiques, avec un classement des verres en fonction du nombre d'AB et de l'indice de réfraction, où vous voyez clairement qu'il y a une très grande variété de ces matériaux optiques. En fonction donc de l'utilisation des calculs optiques que vous devez utiliser, vous pouvez choisir votre matériau. Pour les processus de fabrication, on parle ici que de l'étape finale, ça veut dire l'étape généralement de finition. Nous avons les techniques classiques, depuis l'appareil que vous voyez à gauche, celle d'AB, qu'il a utilisé en premier lieu pour polir sa première lentille, jusqu'aux nouvelles techniques qui sont aux alentours de 12 à 13 techniques actuellement. Et nous avons enfin le moulage de précision et l'injection sol-gel qui est actuellement également utilisée pour la production de composants optiques. Donc, pour les classiques ou les techniques classiques, nous avons le polissage par abrasif libre, comme vous pouvez voir sur les images. Donc, son principe est simple. Nous avons une rotation entre les deux éléments, outils et pièces, avec alimentation en grains abrasifs. Justement, là, il y a l'introduction d'un paramètre, un troisième élément, qui est les grains abrasifs, et qui, durant la préparation de cette conférence, j'ai trouvé que c'est un domaine également qui est investi beaucoup et que certains pays l'utilisent comme point de force dans la technologie optique. Vous n'avez pas l'outil, vous ne pouvez pas avoir le composant et vous ne pouvez pas avoir l'appareil. Une équation très simple. Également, le même principe. Donc ici, vous pouvez voir l'action de ces grains abrasifs très fins sur la surface. Maintenant, on est arrivé également à la finesse des grains, parce qu'avant, on avait des grains abrasifs de l'ordre micrométrique, donc les états de surface étaient différents d'aujourd'hui, parce que tout simplement, on utilise des nano-abrasifs. Si vous avez un nano-abrasif, donc il a de nanosarêtes, donc il va enlever de nanocopeaux, et par conséquent, vous aurez une surface de l'ordre même de l'angstrom. Également, ce même principe peut être utilisé
sous forme liée, donc les grains abrasifs ne sont pas alimentés librement, mais avec des formes de pastilles pour réaliser le même processus, en ajoutant de l'eau. Et vous pouvez voir également quels sont ces éléments à utiliser, que ce soit sous forme de pastilles, de meules abrasifs liés ou de disques chargés. Toujours ça, c'est l'action du grain sur la lentille. Donc à partir d'un phénomène mécanique, on obtient de pièces optiques de très haute qualité. Pour les nouvelles techniques, nous citons l'usinage par émission élastique, l'usinage par diamant monopoint ou le single point turning. Nous avons l'usinage par jet colloïdal, la finition magnétoriologique qui représente actuellement le plus performant des techniques utilisées, c'est le post-polissage. Donc on commence à utiliser cette technique lorsque nous arrivons à une rugosité de surface de 10 nanomètres. Donc quand on a 10 nanomètres de rugosité de surface, on commence à utiliser cette technique de magnétorhéologique pour aller jusqu'à 1 nanomètre et moins. Nous avons également par les faisceaux ioniques et également par bombardement électronique, par laser, etc. Il y a également le polissage chimique, donc nous avons une très grande variété. Pour ce qui est du moulage de précision, c'est des moules à injection de précision qui sont tout d'abord réalisés par des techniques mécaniques pour obtenir des surfaces de très haute qualité. Cette surface même, elle est ensuite transmettée au verre qui est mis en forme, sous sa forme fusionnée dans le moule. Également, la technique sol-gel consiste à réaliser directement dans des moules, injecter des solutions sol-gel et nous aurons des composants optiques comme vous pouvez voir ici. Ce sont deux types, en aérogel et en xérogel à base de silice de différentes dimensions. Et on a même maintenant des usines qui sont spécialisées dans la fabrication des composants optiques en sol-gel. Les produits. Nous avons une multitude de produits de composants optiques qui sont actuellement utilisés dans le domaine, du plus fin, comme vous pouvez voir, ceux de 1 mm ou de 4 mm, comme les lentilles d'endoscopie, jusqu'aux plus grandes, ou bien les dômes et même voir les boules optiques ou les composants optiques en forme de boule. Nous avons également d'autres formes métalliques qui sont beaucoup plus utilisées comme étant des miroirs, des polygones ou bien même les différentes lentilles constituées, comme vous pouvez voir ici, constituées de micro-lentilles pour certaines applications spécifiques. Nous avons également des éléments pour le domaine spatial et les polygones généralement pour justement le scanner ou pour variation des angles des scanners. Également, nous avons d'autres qui sont utilisés comme, désolé, ça c'est les lentilles de Powell, et ça ce sont les lentilles pour les yeux volants. Ça ce sont les causes de travailler tard la nuit. Donc les lentilles Powell sont ces lentilles-là, et vous avez les lentilles pour les yeux volants par analogie aux yeux de mouche pour justement composer d'un nombre important de lentilles pour élargir le champ de vision des caméras. Et les lentilles Powell sont utilisées pour créer une ligne uniformément éclairée plutôt qu'un point de lumière focalisé. Cela les rend idéaux pour des applications telles que la lecture de code barre.
Pour le contrôle des composants optiques, comme j'ai déjà dit, donc nous avons actuellement une large gamme de moyens de contrôle, électronique, optique, mécanique, mais généralement, dans le domaine des composants optiques, on utilise les profilers mécaniques, comme vous pouvez voir ici, et son schéma, et nous avons les moyens optiques ou les scanners optiques pour donner les surfaces en 2 et 3 dimensions, en plus des AFM qui sont utilisés pour la visualisation de certains détails. Ceci dit, la technologie optique est très, disons, modernisée ces dernières années. Je me souviens quand on a commencé, d'ailleurs à partir de l'année 2000 et 2010 ans, qu'on a commencé à connaître certaines techniques utilisées, en l'occurrence l'introduction de la commande numérique et également l'introduction de certains appareils de mesure de la rugosité qui nous ont permis de savoir qu'on a réalisé certaines valeurs de rugosité qui sont très poussées et qu'on ne savait pas qu'ils sont déjà là. Maintenant, je vais aller sur un volet qui intéresse peut-être nos industriels et qui nous pousse, nous les Algériens, beaucoup plus à penser à créer cette industrie optique en notre pays. J'ai choisi parmi tous les composants optiques qui sont en milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers de types, j'ai choisi 2 types de composants optiques. Il s'agit des fibres optiques et des lentilles ophtalmiques. Donc, quand on parle du prix de l'optique, vous pouvez voir ici le marché des composants optiques a augmenté entre 2019 et 2029 d'un taux de 10,7%, qui représente un taux très important. Bien sûr, la cause est très connue, c'est l'Internet. Et vous pouvez voir aussi le marché des composants optiques en fonction de l'utilisation. Donc, nous avons en grande partie le domaine de la transmission, ça veut dire la formation d'images, ça veut dire l'appareillage de microscopie et autres. Nous avons ensuite la réflexion optique en petit taux, et nous avons un très grand taux, les composants mixtes qui sont utilisés dans les 2 domaines optoélectroniques. Quelques chiffres nous montrent que le marché ou les revenus des fibres optiques aux USA seulement, entre 2014, ici je dois remarquer que également la Chine Pacifique commence maintenant à utiliser un très grand marché de ces fibres-là, et donc en faisant mes recherches, j'ai trouvé que ces dernières années, il y a une très grande demande de ces fibres uniquement en Chine et en Inde, de chiffres colossaux et de quantités très importantes en fibres. Donc, en Algérie, alhamdoulilah, je vais vous annoncer que enfin, on va avoir une première entreprise de fabrication des fibres optiques en Algérie. Elle va être installée à Al-Qasr, wilaya de Bouira, très prochainement, Inch'Allah. C'est la première entreprise en fibre optique après celle de l'armée qui est en cours de fabrication. Mais ça représente un domaine très attractant pour les industriels et qui permet de produire beaucoup de choses. Pour ce qui est donc des chiffres, je reviens, nous avons en 2014, nous avons 947 milliards et en millions plus tôt, et en 2025 nous avons 1,690 milliard, donc une montée très grave pour dans ce domaine. Également pour les types ou bien par type de fibres, nous voyons que nous avons le monomode et le multimode, et actuellement nous avons également les fibres en plastique, et vous pouvez voir sur la courbe les différentes montée de ces valeurs, et on remarque que le multimode est le plus utilisé avec un chiffre de 910 millions
de dollars, en USA seulement. Également, ici, jusqu'en l'an 2025, qui est très proche de nous, nous remarquons que les projets dans ce marché remontent à 42 milliards de dollars. À partir à 2025, alors qu'ils étaient de 11 en 2017, qui représente aussi une très grande différence. Pour ce qui est des lentilles ophtalmiques, je n'ai choisi que les lentilles de contact, pas toute la gamme des lentilles ophtalmiques, et vous pouvez voir que entre 24, qui est notre année actuelle, nous avons 10 milliards, nous arrivons en 2029 à 12,24 milliards avec un taux de presque 3,66%, qui représente également une augmentation dans ce domaine. Et également en Algérie, nous avons 2 petites entreprises qui ont commencé à produire ce genre de lentilles de contact. Le marché, vous pouvez le voir sur cette carte, le marché des lentilles de contact à travers le monde, il est très élevé en Asie, en Australie, il est moyen en Europe et au nord, l'Amérique du Nord, et il est faible en Afrique et l'Amérique du Sud. Mais quand même, ça représente les points où cette industrie est élevée. Pour ce qui est des lentilles ophtalmiques intelligentes, c'est aussi un terme nouveau et j'ai voulu laisser cette remarque pour vous dire qu'est-ce qu'on entend par lentille ophtalmique, lentille de contact intelligente. C'est lentille de contact à affichage micro-LED, lentille de contact à capteur de diagnostic intégré, lentille de contact à photodétecteur, lentille de contact anti-médicaments, capteur de lentille de contact électrochimique, lentille de contact à diffraction de la lumière, lentille de contact à base de fluorescence et autres. Donc, toutes ces techniques, tous ces types sont des lentilles considérées comme des lentilles de contact intelligentes. Ils ont un très grand marché qui a sauté de 0 en 2023 et qui va arriver en 2030 à 103 296 milliards de dollars, ce qui représente une très grande application ou utilisation de ce type de lentilles parce qu'il est nécessaire dans la vie du personne et donc il est relié automatiquement au smartphone également et ça va donner beaucoup d'avantages. Le dernier marché ou le dernier point, c'est les outils. Également, donc, j'ai préféré de prendre un seul élément, qui sont les grains abrasifs. Et vous pouvez voir que le marché des grains abrasifs a commencé en 2020, enfin, entre 2021 et 2030. Il est de 5,9 milliards. Il va arriver en 2030 à 11 milliards. Pourquoi j'ai cité ces 3 éléments seulement? Parce qu'en Algérie, on pourra avoir affaire à ces éléments-là. On peut produire des lentilles de contact, on peut produire des fibres optiques et on peut également produire des grains abrasifs. Pourquoi? Parce que notre pays est très riche en matières premières nécessaires pour ce genre d'éléments. Les grains abrasifs, généralement, sont fabriqués d'alumine. L'Algérie n'en manque pas. Ils sont généralement fabriqués de carbure de silicium. L'Algérie n'en manque pas. Ils sont généralement fabriqués d'oxyde de cérium. Et l'Algérie possède le plus grand gisement en terre rare au niveau du nord africain. Chose qui nécessite donc une petite réflexion pour le montage de certaines industries dans ce domaine. Actuellement, le plus grand marché de ces composants optiques et matériaux, voilà une très grande liste de ces entreprises. Je n'ai pas mis les entreprises
spécialisées dans les lentilles ophtalmiques. Ce sont les entreprises qui fabriquent et les matériaux optiques et les composants optiques à travers le monde. Ils ne sont pas par ordre, mais juste à titre de citation. Quels sont les facteurs de croissance du marché des matériaux optiques, par exemple? J'ai préféré tout le monde. Le président Donc, le marché a évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande consommation dans le domaine électronique, ce qu'on appelle l'optoélectronique actuellement. Nous avons dans le médical, l'astronomie, le nucléaire, l'automobile et l'aérospatial et la défense. Ce sont les principaux utilisateurs des composants optiques, donc des matériaux optiques, et ce sont eux qui ont augmenté le taux de vente et par conséquent le marché. Les régions qui dominent le marché, automatiquement, donc c'est l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud, et une petite remarque, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Algérie n'y pas. Dans tous les comptes rendus mondiaux sur les statistiques de ce marché, l'Algérie n'y pas. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Union des Arabes Unis, il y a l'Égypte, le Nigeria, qu'on connaît seulement en football, et bien ils travaillent dans le domaine de l'optique, et nous avons le Sud-Afrique, c'est normal pour moi. En conclusion, j'ai écrit quelques phrases, ce n'est pas tout ce que je voulais dire, mais je voulais résumer en quelques mots ce que c'est qu'un composant optique ou bien une surface optique. La clé de l'optique est le composant optique. Sa surface à travers ses caractéristiques, à savoir son état et sa géométrie, prononce le jugement du composant. La surface est parfaitement fonctionnelle si sa préparation et son contrôle sont adéquats. Un domaine très prometteur et qui nécessite un investissement très grand. Et merci pour votre attention.